Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce H2 Breakfast du 13 mars 2026. Pour rappel, ce H2 Breakfast est un webinaire qui est organisé et proposé par l'agence de développement économique Bretagne Next, pour l'animation du programme Bretagne Hydrogène Renouvelable. Alors, aujourd'hui, pour ce H de Breakfast du 13 mars, après quelques informations générales de présentation de l'actualité filière hydrogène, j'aurai le plaisir de donner la parole à Pierre Giquel, qui est responsable pédagogique de l'École nationale supérieure maritime, et en charge aussi d'une formation hydrogène à l'ENSM. Ensuite, nous aurons avec Jocelyn Nivet, ingénieur d'études chez Terega, alors ce n'est pas Terega Solutions, toutes nos excuses, pour une présentation de son projet Mini H2, on verra un voilier. Et ensuite, nous donnerons la parole à Monsieur François Lefebvre, cofondateur et directeur commercial de Siam SAS pour la présentation de cette nouvelle activité, Siam SAS étant implanté à Lorient. Voilà, donc je démarre tout de suite avec quelques informations générales concernant la filière hydrogène. Un rappel, une présentation aussi. La PPE, vous le savez, nous avons une nouvelle PPE, PPE 3, programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va donc de 2025 à 2033. Cette PPE est toujours là pour répondre à plusieurs défis et notamment permettre la sortie de la dépendance aux énergies fossiles d'ici 2050. Donc, il était intéressant de s'arrêter quelques instants sur cette PPE pour voir ensemble que les objectifs nationaux qui sont inscrits dans la feuille de route hydrogène au national sont alignés avec ceux de la PPE. Nous avons, pour rappel, des objectifs de production avec 8 gigawatts d'électrolyse H2 et 20 TWh d'hydrogène décarboné. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que nous sommes également alignés avec la dynamique de la région Bretagne. Voilà, n'hésitez pas, vous avez déjà certainement pris connaissance des éléments de la PPE, mais je vous remets au cas où le lien ci-après. Ensuite, je voulais partager avec vous des actualités de la région Bretagne, notamment le nouvel appel à projet Smart Port, donc AAP Smart Port, qui est sorti là il y a quelques jours et qui sera ouvert jusqu'au 31 décembre. Alors l'AAP Smart Port, en fait, son objectif, ça va être de plutôt permettre, attendez, excusez-moi, voilà, développer la décarbonation des activités des ports bretons. Et au niveau des cibles, nous serons sur des PME et des collectivités. Les axes clés, ça va être l'optimisation des opérations portuaires via le numérique et le développement des solutions durables et écologiques. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, bien entendu, par cet appel à projet, pour tout simplement en savoir plus, à vous connecter sur le site de la région Bretagne. Un rappel également, les AAP, les appels à projets de la région Bretagne qui concernent plus directement l'hydrogène, vont être toujours disponibles jusqu'en octobre 2026 pour consultation et bien entendu, on l'espère, réponse. Il y a une relève mensuelle qui est effectuée. Au niveau de la région Bretagne, ce sujet va être suivi par Maximilien Lemaine, chargé de projet H2 et Smart Grids, qui est également à votre disposition si vous avez des questions. Donc, nous avons 3 AAP, démonstrateurs d'usage maritime, démonstrateurs d'usage terrestre et démonstrateurs de production et de conditionnement. Un focus également au niveau européen. Guillaume Guézilou à Bretagne Next est à votre disposition pour vous présenter plus en détail cet appel européen qui vise la mise à disposition d'experts pour les PME ayant des projets d'investissement vert. Vous voyez que les bénéficiaires de ce projet pourront bénéficier d'une
mise à disposition d'experts sur différentes thématiques et c'est assez large. Ça va de la conformité réglementaire à l'analyse de marché en allant par la gestion ou le reporting. Donc, cela peut être très intéressant pour certaines structures. Donc, réponse avant le 18 mai. Pour vos agendas, je vous appelle également à noter un rendez-vous qui arrive rapidement. Cela va être le 19 mars prochain à Redon. Ce sera le comité des partenaires de la région Bretagne qui va être organisé par la région Bretagne, animé par Maximilien Lemaine. Et nous aurons le plaisir d'être accueillis par l'Esti-Redon, Campus Esprit, à cette occasion. Et une présentation des résultats de l'étude formation et recrutement sera réalisée à cette occasion par la région appuyée par Bretagne Next, donc qui était l'acteur pour la réalisation de cette étude. Nous aurons peut-être l'occasion aussi d'en reparler prochainement en H de Breakfast. Et un rappel aussi pour vos agendas, si vous êtes intéressés, le 3 avril prochain, donc à Concarneau, le lycée Pierre Guéguin ouvre ses portes pour une présentation de sa nouvelle formation et de son plateau et voilà, du projet de plateau technique qui va avec pour une formation dans le domaine de l'énergie avec coloration hydrogène. Voilà, donc j'ai pu partager quelques informations générales concernant l'actualité de la filière. Maintenant, je vais tout simplement me tourner vers les intervenants pour qu'ils puissent se présenter également leurs activités. Le premier d'entre eux donc, sera Pierre Giquel, responsable pédagogique de l'ENSM, École nationale supérieure maritime, pour une présentation, Pierre, des projets de formation de l'ENSM. Merci par avance pour votre présentation. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager. Est-ce que vous voulez que je passe les slides? Il n'y a pas de souci pour moi, je peux vous le faire. Non, non, c'est bon. Normalement, je vais partager, ça devrait être OK. Voilà, ça c'est autorisé. Vos slides sont visibles en fait. Vous n'avez pas d'accord, obligatoirement à partager. Okay. D'accord. Oui, c'est en ligne. OK, ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, parler de la formation que nous faisons à l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une toute petite présentation rapide de l'ENSM. Nous sommes un établissement public sous la tutelle du ministère de la Mer. Et notre école forme les officiers et à Saint-Malo plus particulièrement, donc officiers marine marchande, plus particulièrement les chefs mécaniciens illimités, donc toute puissance. Et nous avons des promotions d'une 50aine d'étudiants sur 4 ans, avec un débouché prévu vers notre 5e année ingénieur EGN, éco-gestion du navire, le NSM de Nantes, en cours de certification avec la CTI. Cette formation, elle a été, c'est le fruit d'échanges avec Energy Observer, appris à la base avec notamment Victorien Russard, qui est un ancien étudiant chez nous, et et ces échanges nourris sur l'avenir de l'hydrogène, qui date de début des années 2020 et notamment en 2022, où on commençait à vouloir faire des formations ensemble, en tout cas en parler avec Victorien et Russard, Marin Jarry, commandant, et puis Didier Wix, qui est maintenant DG des Hauts Concepts. Et donc, ça a pu aboutir à cette formation qui permet de synthétiser ce que l'état actuel des connaissances, et quand je dis actuel, c'est actualisé à peu près tous les
presque tous les mois, puisque ça change énormément dans le monde de la marine marchande, sur les combustibles dits alternatifs, qu'on appelle encore alternatifs, avec un focus particulier justement sur l'hydrogène. Donc ce sera une formation méthanol, ammoniac, hydrogène, capture, et qui sera amené à évoluer. Et, donc c'est l'utilisation de l'expertise d'Energy Observer sur le domaine réel et en mer de l'hydrogène. Et puis, et pour nous, notre expertise sur la partie combustible alternatif marine marchande. Et on a un besoin réel, hein, nous, de former nos futurs officiers. C'est une formation, la formation en elle-même, hein, c'est une formation qui est une formation continue. On a fait le choix de ne pas imposer de prérequis, ce qui est dans nos formations en général des prérequis de certification STCW, qui est le standard international de formation pour tous les officiers de la marine marchande, tous les marins en général d'ailleurs, hors la pêche. Et donc le fait de ne pas avoir de prérequis, de ne pas avoir de standard permet justement d'accueillir un public beaucoup plus large. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le cas. Donc, c'est une durée de 11 heures sur 2 jours. Donc, nombre de stagiaires, 24 maximum, et ça a lieu sur le site de Saint-Malo. Les intervenants, donc là, je vous présente la session qui a eu lieu il y a très peu de temps, c'était le début du mois, le 2-3 mars 2026. Donc, ça va me permettre en même temps de me présenter. Ce sera comme ça va. Donc, l'intervenant, donc j'interviens avec mon collègue de NSM, Renaud Aberdrose. Donc, pour ma part, je suis ancien chef mécanicien, actuellement administrateur des affaires maritimes et en chargé d'enseignement à l'ENSM, et particulièrement en charge des formations justement combustible alternatif et pour la formation certifiante chez nous qui est l'IGF avancé. Et entre-temps, expert auprès de l'OMI et de l'ELSA pour la formation, pour les formations aux combustibles alternatifs, justement méthanol, ammoniac, hydrogène. Et autres, et technologies alternatives, puisque ça inclura le vélic et les autres technologies, batteries. Renaud Aberdrose, mon collègue, lui, est ancien chef mécanicien au pétrole et sur le navire de CMA-CGM qui était de Valfuel GNL. Et il est spécialisé dans les formations en interne chez nous sur la réglementation de la décarbonation. Et Dieu sait si elle est extrêmement mouvante et évolutive. Et on a tous les 6 mois des nouveautés, que ce soit la réglementation européenne ou les directives OMI, l'organisme maritime international, l'organisation maritime internationale. Et donc ça, c'est sa partie. Autre intervenant, on a eu Sébastien Germe. Alors c'est une erreur, c'est pas le DG parce que c'était Didier Wix qui était la dernière fois, qui est ingénieur d'Energy Observer Concept. Comme Didier Wix, il vient aussi du CEA à Grenoble, et c'est un ingénieur extrêmement impliqué depuis longtemps d'ailleurs. Il était déjà dans le projet d'Energy Observer 1, la conception. Et Marin Jarry, qui est commandant aujourd'hui d'Energy Observer 1, capitaine d'armement, et qui est, comme vous savez tous, extrêmement impliqué et qui nous fait part aussi de toute son expertise in situ de l'exploitation d'un navire hydrogène tel que Energy Observer 1. Les cibles de cette formation, c'est depuis le début les administrations, les personnels d'armement, les navigants, les enseignants, les bureaux d'études. Et au final, c'est vraiment ce qu'on a eu. On a eu finalement peu de navigants, mais beaucoup de personnel d'armement lors des premières sessions. Et dernièrement, ça a été plutôt les administrations, la région, notamment la région Bretagne. Donc les premières sessions, on avait eu Ponant, les directeurs généraux de Ronave, la région Occitanie avec leurs barges,
les douanes qui s'intéressent, le pilotage qui s'intéresse aussi à l'hydrogène. Et là, dans la dernière session, la région Bretagne, Bretagne Next, notamment Maximilien Lemaine et Alain Terpan qui ont participé à cette formation. Et ça a été extrêmement enrichissant pour tout le monde parce que ça a été aussi des échanges entre eux et nous. Donc le programme de la formation, alors, rapidement, je ne vais pas, mais c'est vraiment pour avoir quand même un focus sur le contenu. Donc dans un premier temps, la partie donc très généraliste sur les gaz à effet de serre, la part du maritime, et puis un détail sur la décarbonation du transport maritime. Alors, nous avons un focus sur la part, nous, c'est notre biais, hein, sur la marine marchande, au-dessus d'une certaine taille. Et c'est vrai que navires navires, les tout petits navires ou la plaisance n'est pas dans notre scope. Donc la réglementation, alors avec tous les différents index qui évoluent en permanence, les échanges de quotas qui ont encore évolué il y a quelques mois au niveau européen. Et puis derrière, toutes les techniques d'amélioration, justement, énergétique des navires, pour améliorer ces index. Quels sont les choix des armateurs, qu'est-ce qui peut faire que la mise en place, notamment des SEMP, hein, de cette gestion de l'amélioration permanente des index de la décarbonation. Un focus ensuite sur le méthanol, donc la production, les présentations de la MSC 1621 qui est en attente d'être intégrée au code IGF, qui ne l'est toujours pas. Ensuite, des comparaisons méthanol comme cycle classique, et puis une description des technologies utilisées à bord, notamment sur les moteurs à combustion interne, mais aussi piles à combustible éventuellement. Ensuite, sur l'ammoniac, qui entre-temps prend dans les projections de plus en plus de place, et notamment dans les projections d'Energy Observer. Et donc, production, utilisation, les technologies utilisées à bord, pareil, la sécurité d'utilisation qui est voilà, une barrière à l'entrée importante concernant l'ammoniac, y compris l'acceptabilité de ce combustible au niveau de la marine marchande, des considérations économiques aussi, et puis description de l'état actuel où on en est des captures de CO2. Alors, je ne parle pas des puits, des puits de capture de CO2 terrestres qui ne sont pas du tout dans le domaine, mais des systèmes de capture de CO2 sur les navires qui sont pour l'instant à l'état de projet et qui évidemment intéressent beaucoup les armateurs et les chantiers. Et puis le focus qui prend l'autre grande partie concerne l'hydrogène, et là qui est présenté par Energy Observer. Alors voilà, on a un rappel de l'Odyssée d'Energy Observer 1, le cadre réglementaire, les comparaisons, les applications existantes, la production. Et là, on a évidemment toute l'expertise d'Energy Observer sur ce domaine, la présentation aussi, le stockage, l'utilisation, et puis la présentation aussi des projets d'Energy Observer qui comprend notamment l'ammoniac, et donc on a vraiment une complémentarité avec toute cette partie-là. Voilà. Cette présentation, cette formation, elle est évidemment évolutive comme l'est la décarbonation du maritime, qui bouge énormément. Et nous avons vraiment un focus aussi, notre expertise sur la formation vers ces nouveaux combustibles. Et donc nous faisons ça, nous allons intégrer une grande partie de ces éléments dans notre propre formation, la formation initiale des officiers de la marine marchande. C'est en cours d'intégration. Et donc nous espérons continuer à faire ces sessions. Alors on espère faire un peu plus d'une session par an, parce que pour l'instant c'est ce qui... mais c'est vrai que le public jusqu'ici est assez pointu, déjà en grande partie expert, ou en tout cas extrêmement intéressé. Et pour nous, c'est aussi riche des échanges, de ce qu'on peut apporter, que ce que l'on reçoit. Donc voilà.
espérons continuer à poursuivre cette formation. Je vous remercie. Merci Pierre. Est-ce que vous avez une date de session prévue pour cet été? Ou Alors, une pour période à l'instant, peu non. près? Alors, on espère refaire une formation juste avant, avant la coupure, fin juin ou début juillet, mais pour l'instant, nous n'avons pas de date fixée encore. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas de date à signaler. Et dès qu'on a, évidemment, on vous la fera savoir. Ok, d'accord. Oui, on communiquera là-dessus sans problème. Et on reviendra peut-être, si on a le temps, sur comment les contributions de l'ENSM par rapport à aux réglementations. Ça sera intéressant aussi. Si je peux. N'hésitez pas, si vous voulez compléter sur ce point. Ouais, alors c'est juste sur ce point-là, on a on est mandaté par la tutelle, la DG AMPA, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, pour aquaculture, pour un point d'expertise sur justement ces nouvelles formations. Il y a un grand renouvellement actuel, un grand renouvellement de cette STCW, qui est une grande mise à jour de ce standard international des formations maritimes. C'est pas courant, hein, c'est à peu près tous les 20 ans qu'on a ce type de grande mise à jour. Et là, évidemment, un des sujets phare, c'est l'intégration à ces formations, dans toutes ces formations, des nouveaux combustibles ou combustibles alternatifs. On va peut-être arrêter un jour de parler de nouveaux combustibles, ni même de combustibles alternatifs. Peut-être qu'un jour, le diesel deviendra le combustible alternatif. En tout cas, c'est bien parti. Et donc, notre expertise sur la formation. Et donc, il y a 2 semaines, j'étais à Londres pour justement, on a mis en place, on s'est mis d'accord avec tous les autres pays pour les formations concernant les directives, en tout cas, de formation concernant le méthanol et l'ammoniac. Et dans les années qui viennent, 2027, 2028, jusqu'à 2029, on va avoir à se mettre d'accord avec les pays au niveau mondial sur les directives pour l'hydrogène qu'ils en aient pile à combustible à bord, l'hydrogène tout court, le LNG, les batteries, le vélic. Et donc, effectivement, l'expertise, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi avec Maximilien Lemaine, et il y a réellement il va falloir avoir des ressources pour que on a l'occasion en fait de participer à ça. Moi, je suis investi dans cette et donc il va falloir que pourquoi pas, plutôt que derrière de subir ces formations en disant mais non, elles conviennent pas, il y a trop de ci, il n'y a pas assez de ça, parce qu'une fois qu'elles seront validées à l'OMI, ce sera les formations que les marins dans le monde entier suivront au niveau tout ce qui concerne l'hydrogène à bord. Il n'y aura pas d'alternative. Voilà. Et l'État français mettra en musique ces directives sans alternative possible. Donc, je pense qu'il est urgent. Là, on a 1 an pour orienter éventuellement. Travailler collectivement. Il y a la voix de la France, c'est que la voix de la France, mais il n'empêche, on arrive à orienter, on s'entend très bien avec les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, la Finlande. Il y a un groupe qui est à peu près sur la même longueur d'onde jusqu'ici. Et il y a avec eux, et donc avec l'appui de la Commission européenne, il y a réellement, notamment la DG Mov, il y a réellement moyen de faire entendre notre voix, et je pense que ce serait, ça peut être un moyen de participer et puis d'utiliser l'expertise de tout le monde dans ce domaine. Voilà. Bien entendu, c'est important de le noter et on va voir comment on peut vous accompagner au mieux sur ce point. Je vois que Maximilien, peut-être, voilà, qui dans le chat rappelle la mobilisation de la Bretagne. Merci Pierre pour ces éléments fort instructifs.
Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Pierre, à échanger dans le chat et on pourra avoir un petit temps d'échange plus libre à la fin des présentations. Dans la veine de ce qui vient d'être présenté, hein, justement toujours dans cette idée de décarboner le maritime, qui est un petit peu le fil rouge de notre webinaire de ce matin, j'ai le plaisir de donner la parole à Jocelyn Nivet, ingénieur d'études solutions donc chez Derega. Et donc Jocelyn va nous présenter son projet de Mini H2. Je t'en prie, Bonjour. Jocelyn. Alors, merci beaucoup, Elodie, de m'avoir invité pour vous parler justement de mon projet. Donc, il s'agit d'un projet de course au large avec de l'hydrogène embarqué, voilà, pour pouvoir être un démonstrateur en fait, de la décarbonation maritime, voilà, en passant par la course au large. Alors, je vais d'abord vous présenter la classe mini, parce que dans la course au large, il y a plusieurs catégories différentes. Tout le monde connaît la catégorie IMOCA qui les qualifie pour être au départ et à l'arrivée du Vendée Globe. Dans la catégorie mini, donc dans la classe mini, les voiliers ils font 6,50 m seulement. On a 6 voiles à bord et on est en solo. Voilà. L'objectif est d'aller vers de se qualifier pour une transatlantique, qu'on appelle la mini transat, mais qui n'est pas une petite transat, c'est une transat en mini. Voilà. La course elle a lieu tous les 2 ans et on est à peu près 90 à s'engager sur le parcours. Voilà. Alors, sur le parcours, on est beaucoup plus que ça. On doit être entre 2 et 300. Mais au départ de la Mini Transat, on est 90. C'est à peu près le nombre de participants qu'il y a sur chacune des courses. Et le Mini H2, il propose d'embarquer 1 kg d'hydrogène. Voilà. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Donc, toujours dans la classe Mini, on a la particularité d'être la dernière catégorie de course au large où on n'a aucune communication avec la Terre. Pardon, j'ai été dérangé. On n'a aucune communication avec la Terre. Donc, on n'a pas de connexion satellite, on n'a pas de téléphone. Les seules communications que l'on peut avoir, en fait, c'est à la VHF avec les autres concurrents. Pour se qualifier pour la Transat, il faut faire un petit parcours de qualification quand même. Donc, il y a au moins 6 courses qualificatives, mais on peut en faire plus pour acquérir un certain nombre de 1000 parcourus en course. Et il y a un parcours hors course aussi à réaliser. Il s'agit de parcourir 1000 milles tout seul, en fait, sur un parcours défini. Voilà. Donc, voilà, on est en 500 prétendants, en fait, et il y a 90 places. Ça, c'était pour les Transat 2022-2023. Voilà. Ensuite, c'est moi. Alors, moi, pourquoi j'en suis là ? Je suis ingénieur des arts et métiers. J'ai été prof de techno en collège parisien. Ensuite, j'ai travaillé dans l'énergie, dans le pétrole, gaz, participé à des projets sur la cryogénie. Un peu de nucléaire aussi, et puis je suis finalement arrivé dans le sud-ouest, donc chez Terega. Et pendant 3 ans, j'ai été appelé à être chez Terega Solutions pour être responsable chef de projet hydrogène. Voilà. Et de nouveau, je suis sorti de la filière de Terega Solutions en fait, pour revenir chez Terega comme ingénieur d'études depuis l'année dernière. Voilà. Et en parallèle de ça, j'ai une activité, une vie, une passion, donc, qui est issue de mes années comme moniteur au Glénan, en passant du catamaran à l'embarqué, donc au voilier de plaisance. En 2001, j'ai passé l'année à répondre à une question, est-ce que je veux devenir marin ou pas ? Donc, j'ai fait une transatlantique, j'ai fait mes 2 saisons au Glénan, etc. Bon, la réponse a été non, je préfère travailler pour m'acheter mon propre voilier. Et j'avais là plutôt l'ambition de réaliser un voyage. Donc l'esprit était plutôt tourné sur la plaisance et le voyage. Donc, ce qui s'est réalisé, voilà, en famille, on est parti en Méditerranée. Et puis ensuite, il se passe d'autres choses. Et là, je faisais plus que des petits voyages en fait au départ de la côte basque. Et puis en s'amusant aussi avec des dériveurs là, que vous connaissez probablement. Et 2023, voilà, je prépare ce projet de rentrer dans la classe mini. Et donc, l'association de mon expertise hydrogène, mon attrait pour l'innovation, ça en a donné le projet Mini H2. Donc là, il s'agira effectivement de partir avec 1 kg d'hydrogène à 350 bars, une pile à combustible pour pouvoir recharger les batteries. L'intérêt, c'est
de développer un système hydrogène embarqué, le plus léger possible, le plus fiable possible, qui soit donc, du coup tropicalisé, comme on dit, pour pouvoir résister à l'environnement marin. Et voilà. Et alors, c'est parce que ça ne fait pas partie du slide, là, excusez-moi, je bug en fait, mais je vais vous parler quand même de la consommation électrique en fait sur le bateau. Sur les bateaux, sur les mini, on n'a pas de propulsion. Donc, les batteries sont là uniquement pour faire fonctionner toute l'électronique du bord et le pilote automatique. C'est le pilote automatique en fait qui consomme 85% du bidon électrique. Donc l'énergie, elle est vraiment très importante en fait sur nos courses, et donc elle doit vraiment être fiabilisée. Aujourd'hui, les bateaux, ils sont équipés en général de panneaux solaires, d'hydroliennes. On n'a pas d'éolienne parce que la baume est trop longue en fait, donc on ne peut pas la placer. Il y a également des piles à combustible au méthanol, donc qui, elles, crachent du CO2. Voilà. Et alors voilà, ça c'est depuis 2023 en fait, j'ai participé aux premières courses. Ça c'était un peu pour moi me convaincre, être bien sûr en fait que j'étais capable de rentrer dans cette catégorie-là en fait et que ça me plaisait. Donc en fait c'est des courses en co-skippage où j'étais donc co-skipper. Bon, ça a très bien répondu à la question, c'est parfait, l'ambiance, je l'ai adorée. Et je suis vraiment allé retrouver tout un tas de gens qui sont comme moi sur les pontons, donc ça a vraiment matché. En 2024, j'ai donc du coup développé, travaillé, créé une association, fait plein de supports médias, des plans de com réfléchis. Dans le cadre de mes activités professionnelles, en fait, j'ai rencontré Phil Sharp, et puis après d'autres, en fait, personnellement aussi. On a effectué le remplissage du bateau Ocean Lab, en fait, donc avec Terga Solutions. On continue de faire son chemin. Le but du jeu, là, c'était de récolter des sous, en fait, pour acheter le bateau, clairement, en plus de monter tout l'ensemble du projet. Bon, et finalement, je l'ai acheté en fonds propres. Voilà. Et il s'agit de Boreal, c'est un proto. C'est le numéro 741, parce que tous les mini ont un numéro, enfin les bateaux de course. Il a la particularité d'avoir une quille fixe et des ballasts. Voilà. C'est un proto assez simple. Il a déjà traversé 3 fois. Voilà. Et il y a la place pour l'équiper. Voilà. Maintenant, je sais comment je voudrais avoir le système hydrogène à l'intérieur. Il y a, sur la classe mini, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 2 catégories. Il y a une catégorie en prototype et une catégorie en série. Comme ça l'indique, les séries, c'est des sister ships. En fait, c'est des bateaux qui sont fabriqués en série, donc ils se ressemblent tous et les règles sont plus strictes. En proto, on a beaucoup plus de liberté en fait pour apporter de l'innovation. Pour moi, c'était une évidence en fait que je ne pouvais pas partir en fait dans la catégorie série. Même si la catégorie proto, du coup, est dans l'apprentissage de la course au large, en fait, c'est quand même plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de gadgets à bord. Et le mât est plus grand, le bout de dehors, en fait, que vous voyez replié sur la photo, il est plus grand, les voiles sont plus grandes, c'est plus sport quand même, le proto. En 2025, donc, j'ai navigué avec Boreal, qui, du coup, porte son petit nom du Mini H2, en fait, pendant les courses, comme le projet. Et l'objectif, ce n'était pas la performance, parce que moi, je découvrais, c'était mes premières courses. Donc, Lorient, c'est une course en duo qui a duré 2 jours avec l'Enaïc Alfaro du Pays Basque. Là. C'était la découverte, mais c'était vraiment extraordinaire. On rate une bouée à la fin, mais bon, on a vraiment bien rigolé. Et on a validé les 1000. Parce que l'objectif de cette année dernière, là, et encore aujourd'hui cette année, c'est de finir les courses. Il faut les finir, en fait, pas de qualifier. Il n'y a pas de performance nécessairement, en fait, pas de qualifier. C'est le nombre de 1000 parcours. Pornichet, c'est la première course en solo que je fais. Alors là, je suis terrorisé au départ, très compliqué le départ. Enfin, pas au départ même, en fait, parce qu'une fois qu'on est à bord, c'est parti, mais la préparation, les quelques jours avant. Mais ça se passe très, très bien. Au final, ça se passe très, très bien. Je suis très content. Je l'ai fini. Je n'étais pas fatigué. 2 jours et demi, ça a duré. C'est très bien. Et la mini en mai, celle-ci, ça a duré 4 jours et demi. Beaucoup, très, très longue. Beaucoup d'événements, beaucoup de choix. Là, on commence vraiment à rentrer dans la course au large avec des décisions à prendre alors qu'on n'est pas sûr d'être vraiment bien lucide pour le faire. Enfin, voilà. Mais extraordinaire, vraiment. Et là, je franchis la ligne d'arrivée aussi.
Voilà. Donc, ça fait 1050 000 de parcours l'année dernière. Ils font valider 1500. Voilà. Donc, plutôt bien parti. Bon, ça, c'est de la com, en fait, que vous pouvez retrouver sur mes sites et les newsletters, en fait, que l'on diffuse au fur et à mesure, en fait, du projet. Cette année, je suis inscrit à la Pornichet Select de nouveau et à la Mini-Armée de nouveau. Je choisis 2 courses que j'ai déjà faites pour pouvoir me concentrer, en fait, non pas sur le parcours, mais en fait, me concentrer sur le bateau et la performance, les réglages, etc. En juin, le parcours hors course. Donc là, il y en a un en Méditerranée et un en Atlantique. Donc, toute évidence, ça sera celui de l'Atlantique. Donc, c'est un aller-retour en Irlande tout seul pour juin. Et si je suis très bon et que je récolte quelques sous pour pouvoir m'inscrire et vivre l'aller-retour aux Açores, voilà, en août. C'est une course qui coûte plus cher avec un budget plus important en logistique, en inscription, tout ça, etc. Voilà. En 2027, il s'agira de valider aussi encore 1 ou 2 courses. Donc là, je choisis la Kourou parce que c'est une course qui va vers l'Espagne, en fait. Je trouve que le parcours est super sympa. Et puis la Mini Fastet, c'est très emblématique. En fait, c'est une que j'ai fait en co-skippage en 2023. Ça permettra aussi de proposer à un autre skipper de faire passer le bateau. Et la logique des bateaux de course, en fait, on se les fait passer. Il ne faut pas qu'ils restent à prendre la poussière quelque part. Et puis la Transat qui a la particularité en 2027 et 2029, en fait, ne pas nous emmener en Guadeloupe, mais nous emmener au Brésil. Et ils ont décidé ça il n'y a pas longtemps. Et alors, ça veut dire beaucoup de choses pour moi, pour beaucoup d'autres, en fait. C'est-à-dire que là, cette fois, on va passer l'Équateur. Donc, c'est pas le même programme du tout. Et je vous avoue que c'est un peu le stress, là. Parce que je n'ai jamais passé l'Équateur et je ne sais pas comment on fait. Il y a des orages, il n'y a pas de vent, il y a des sargasses. Bref. Et puis, d'autant plus que pour le mini H2, il va falloir recalculer la quantité d'hydrogène nécessaire. Voilà, pour stabiliser un peu le... C'est pas la même autonomie énergétique, en fait. Non, du tout. Et puis, de toute façon, on a fait une estimation de la quantité d'énergie qu'il faudrait pour partir qu'avec de l'hydrogène et être rechargé aux Canaries, parce que vous voyez, on fait une escale aux Canaries. Il y a beaucoup d'essais à en faire avec les nouvelles batteries que je vais recevoir la semaine prochaine qui vont permettre d'enregistrer les consommations pour pouvoir faire de meilleures simulations. Parce que comme c'est pour le pilote automatique ne consomme pas la même chose quand on est au pré ou quand on est au portant. Et donc, du coup, ces programmes de navigation, en fait, là, nous donnent les allures que l'on va rencontrer. Et donc, on pourra faire de meilleures simulations. Voilà. Je pense que je suis pas mal à la fin. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, Jocelyn, ce qu'on retient, c'est que vous êtes dans une démarche qui n'est pas obligatoirement celle de la performance sportive, mais technique plutôt, pour démontrer justement la faisabilité d'un écosystème H2 embarqué pour assurer l'autonomie énergétique des besoins de bord pour un voilier et répondre aussi un peu au questionnement, sauf erreur, des skippers qui jusqu'ici regardent un petit peu l'hydrogène, mais avec une certaine, des questionnements, voilà, parce qu'il y a eu des tests par le passé qui ont permis de soulever des questions, des choses qui fonctionnaient, d'autres pas. Donc, sauf erreur, c'est vraiment là votre apport, c'est-à-dire de tester en conditions réelles, avec votre bagage d'ingénieur, ces solutions embarquées. Qui, de toute façon, sauf erreur, ça fait 50 kilos, donc à terme, l'idée, c'est de le mettre plutôt sur un voilier plus conséquent. Oui, tout à fait. Moi, je vois 2 applications, enfin 2 directions pour la suite de mon projet. C'est justement le développer en fait vers les IMOCA et les classes 40 et donc les autres bateaux de course au large, parce que oui, il y en a, pour pas les nommer, la Fitchard, Arnaud Boissière, qui se pose la question, qui essaye en fait ce genre de technologie aussi avec l'hydrogène. Et puis il y en a une autre vers la Plaisance, et que ce soit pour les vedettes ou que ce soit pour les voiliers. Je suis vraiment convaincu que le jour où on pourra en fait sortir les bateaux diesel, les moteurs diesel en fait des voiliers, on va tous adorer ça. Ça fera pas de bruit, ça va pas sentir mauvais. Donc vraiment, il va y avoir un intérêt. C'est ce qu'on va voir. Il
il y a des calculs sur l'autonomie en fait, qui sont à faire et à optimiser, mais je pense qu'il faut y aller. Ouais. Les deux directions en fait, sont bonnes. Et puis tout ce que l'on fait dans l'innovation de la course au large, ça finit toujours par se décliner. En fait. Ce sont des choses qui marchent, qui sont fiabilisées. Ça se décline ensuite sur les plaisanciers. C'est très bien. Merci Jocelyn pour ce partage. On ne manquera pas de suivre, bien entendu, tes aventures. C'est noté aussi que si des personnes sont intéressées, notamment pour soutenir cette démarche, il ne faut pas hésiter à te contacter. On peut repartager tes coordonnées. Si j'ai une seconde, et puis de toute façon... Hop là, pardon. Oh. Oui. Est-ce que je peux prendre une seconde de plus ou pas? Oui, je t'en prie. C'est juste pour préciser qu'effectivement, à l'heure actuelle, en fait, je suis en association en fonds propres et typiquement, pour répondre à l'appel à projet donc, de la région Bretagne, là, que tu nous as présenté tout à l'heure, en fait, moi, ce que je cherche, c'est un partenaire industriel, effectivement, pour porter le projet avec moi, en fait, devant les appels à projet. Voilà, c'est ça que je ne fais pas que j'oublie de préciser. Très bien, c'est noté. Donc, on en reparlera et on se retrouvera peut-être autour de ces sujets aussi à l'occasion de la Route du Rhum en octobre. Merci et François Lefebvre, donc cofondateur et directeur commercial de Siam SAS, je me tourne vers toi, ces sujets doivent te parler. Et voilà, ils sont dans la veine un petit peu des sujets de décarbonation maritime qui sont portés par Siam SAS, donc nouvellement implanté à Lorient. Voilà, on est ravis de ce démarrage et on te laisse la parole pour nous présenter plus largement l'activité de Siam. Je t'en prie, François. Eh bien, bonjour à tous et de nouveau, grand merci à Next et à toutes les équipes bretonnes qui sont toujours très, très mobilisées autour de cette filière hydrogène. Quand j'entends parler formation, quand j'entends ce genre de projet de mini-croisière H2, je trouve tout ça très, très positif dans un climat lié à l'hydrogène qui reste quand même difficile. On a encore vu malheureusement la liquidation de Pragma qui fait partie des pionniers. Voilà, alors Siam, vous connaissez l'entité, enfin ou tout au moins la marque commerciale Siam qui a été développée sous l'entité Europe Technologies depuis 2018. Et on avait toujours dit, à un moment donné, la marque commerciale Siam deviendra une SAS à part entière. Donc, on a franchi le pas, 3 collaborateurs. Donc, aujourd'hui, association de Frédéric Ludet, d'Olivier Ticos et puis de moi-même, avec une équipe pluridisciplinaire et puis également un REX assez important depuis 2018 dans la filière hydrogène, aussi bien sur des sujets maritimes maritimes côtiers à aujourd'hui que sur des sujets fluviaux, voire également certains sujets avec la double certification maritime et fluviale. Alors, on est reparti effectivement immatriculé à Lorient depuis septembre 2025, autour de 5 axes. Alors, les 4 axes qui étaient développés précédemment sous la marque Siam, donc d'une part, tout ce qui touche les systèmes énergie-propulsion à bord des navires, à l'origine plutôt pile à combustible, depuis 3 ou 4 ans en alternative le MCI, donc le moteur à combustion interne hydrogène, avec aujourd'hui un certain nombre de succès et de moteurs qui tournent sur banc d'essai. Ensuite, toute la partie cold ironing. Là, on est convaincu que les réglementations qui se mettent en place et qui sont de plus en plus drastiques font que la version cold ironing embarquée a complètement du sens et j'y reviendrai. La partie hotel load, donc toute la partie énergie hors du système propulsif à bord des navires plus importants. Les solutions de stockage et de distribution mobile, partant du principe qu'un navire ou un bateau fluvial n'a pas la possibilité d'aller à la pompe. Donc aujourd'hui, on a inversé le processus en ramenant
le stockage et l'unité de distribution sur les lieux d'usage, qu'ils soient pour les engins agricoles, pour les engins de TP et également pour tout ce qui flotte. Et on a rajouté une 5e couche qui nous paraissait extrêmement importante, qui est la maîtrise d'œuvre d'ensemble, d'écosystème, simplement parce qu'on se rendait compte qu'il manquait toujours la structure qui va faire l'interface entre les différentes briques technologiques d'un écosystème. Alors après, toujours en étant très positif et optimiste, je tenais à mettre un petit peu en avant des acquis actuels. La première chose, ça fait très longtemps que l'on parle du sujet Ilias pour le golfe du Morbihan. La situation avait été bloquée par les affaires maritimes, par le BV, etc., pour la question d'hydrogène sous pont. Donc, en lien avec le président de région et les équipes de la région Bretagne, on a maintenu cette position de venir dire l'hydrogène sous le pont est déterminant dans l'évolution et la réussite de la filière. Et donc, en novembre 2025, rapport positif émanant du BV, laissant ouvert la porte à l'hydrogène sous pont. Nous, on a toujours considéré que le pont était une surface de travail, une surface pour le fret, une surface pour la pêche, une surface pour les passagers, et que de ce fait-là, il était important de tenir tête et de tenir bon et d'aller vers l'autorisation d'un hydrogène sous pont. Donc aujourd'hui, la voie est ouverte et on a également Green Navy qui a obtenu également un AIP hydrogène sous pont. Donc pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'intégralité de la filière. Une deuxième chose qui est aujourd'hui sous contrat, vous connaissez tous le projet EBA, bateau-école pour le lycée maritime de Bastia, qui est aujourd'hui en exploitation, avec tout un écosystème qui est porté par Corsica Sol, qui est en train de faire les dernières mises au point pour pouvoir, par rapport à un champ de photovoltaïque, produire de l'hydrogène à 20 km de Bastia. Nous, la brique que l'on apporte, c'est la partie stockage et distribution en bord à quai dans le vieux port de Bastia. Vous pouvez bien évidemment vous imaginer du parcours réglementaire, normatif, acceptabilité, etc. Donc aujourd'hui, cette station mobile sera implantée normalement mars ou avril. C'est imminent maintenant. Et cette distributrice était un co-développement Corsica Sol, Centrale Nantes et puis nous-mêmes. Autre chose également pour lequel on a fait une restitution il y a très peu de temps, c'était la semaine dernière, le projet Estebam, où on est sur là aussi un écosystème vertueux qui va de la production d'un électron vert jusqu'à l'usage étant le rétrofit de 2 barges amphibies conchilicoles. Donc là, on poursuit avec toujours cet objectif de 2 rétrofits de barges, vraisemblablement sur une version moteur à combustion interne hydrogène sous pont, objectif fin 2027. Autre sujet également qui est sous contrat, qui se passe cette fois-ci en Occitanie, transport de fret, que ce soit du vrac, que ce soit des containers, que ce soit des colis lourds, des colis volumineux, etc., par voie fluviale ou par voie fluvio-maritime. Donc d'une part, un projet soutenu par VNF, ADEME, CNR, Région Sud, DGTIM et le CEREMA,
qui est un nouveau type de fraissinet, donc 3850 sur 505 à peu près, qui est parti d'une demande client d'un industriel extrêmement important de la région occitane. Et le but est, dans un premier temps, entre Béziers et Port-la-Nouvelle et Sète, donc en empruntant le canal de la Robine et le canal du Midi, de pouvoir transporter un certain nombre de colis lourds. Et un deuxième navire un peu plus gros, qui sera à peu près un 40-42 mètres à peu près, avec la double certification maritime et fluviale. Et donc, ce projet a été retenu par BPI France, administrant le fonds CMA-CGM. Donc, on est dans le dur actuellement de ces deux projets, avec le choix imminent d'un architecte et levée de fonds qui doit se faire en parallèle, tant au niveau de Siam qu'au niveau de l'opérateur qui s'appelle le Greenboat Mobility. Le but étant, sur le 3e ou 4e trimestre 2026, de pouvoir donner le go pour les approvisionnements stratégiques, qu'ils soient au niveau des tôles, au niveau de la motorisation, au niveau des réservoirs, etc. Donc tout ça, simplement pour dire qu'on est dans le dur, on avance et on est gonflé à bloc pour la suite. Alors, je le disais, on croit énormément dans les écosystèmes. Nous, le constat que l'on fait, malheureusement, un gros nombre de projets capotent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont de trop grosse envergure ou autre? On ne le sait pas. Toujours est-il que nous, notre version, c'est plutôt de venir dire on part sur des petits écosystèmes pour lesquels on va prioritairement chercher du financement privé. Et ensuite, on associe privé-public pour faire en sorte qu'en mode collaboratif, on porte haut et fort ces projets et qu'à partir du moment où on a démontré que ces petits écosystèmes peuvent fonctionner, ben, tout simplement, on monte à l'échelle et on agrandit le périmètre de la production et des différents usages. Donc, je passerai très rapidement les nombreux retours d'expérience que l'on a sur des études stade APS et stade avant-projet détaillé. Donc, pour la partie Siam, mon petit bateau de tourisme fluvial avec les canalous. Il y a quelques années, nous avions étudié des pousseurs de manœuvre pour le groupe Cemex. Nous avions été un peu plus gros sur des pousseurs de ligne avec Lafarge. Pour les sitcoms parisiens, ils avaient 330 000 tonnes de déchets compactés et également de mâche-fer à transporter Paris intramuros entre les différents sites de production et le mâche-fer à évacuer sur Le Havre. Donc voilà, je passe rapidement cette slide, mais simplement donc un grand nombre de sujets qui ont été travaillés par nos équipes. Il y avait une question dans le chat concernant Ilias. Donc simplement, c'était une commande de l'ADEME Bretagne, de la Banque des Territoires bretonnes et de la région bretonne pour le renouvellement de la liaison sous délégation de service public entre Vannes et Île-d'Ars, donc pour lequel nous avions restitué les études APS et APD, et pour lequel il fallait démontrer que l'usage de l'hydrogène sous pont était possible. Donc aujourd'hui, la démonstration est faite et donc le sujet est dans les mains de la région Bretagne qui lancera ou non un appel d'offres sur ce futur navire pour desservir cette DSP. Bon, Cemex très rapidement. Le cold ironing, donc on a eu là aussi une approche assez pragmatique qui est de venir dire tous les ports français ou européens n'ont pas forcément la latitude de ramener une puissance électrique suffisante en bord à quai. Donc nous, l'idée a été de développer et de co-développer
une barge autopropulsée propre avec une quantité embarquée d'hydrogène couplée ou à de la pile à combustible ou à du MCI. Le but étant que la barge vienne s'accoupler sur le temps d'escale au navire, qu'il soit à quai ou au mouillage, et que l'on soit en capacité de lui restituer une puissance électrique entre 500 kW et 2 MW sur des temps d'escale qui sont régulièrement situés entre 8 et 12 heures, et ce, dans la double fréquence 50 et 60 Hz. Alors, la partie hôtel load, là également, on est persuadé qu'avant d'arriver à des très très grosses puissances de 25 à 40 mégawatts liées à la propulsion des ferries, des paquebots, etc., il existe une autre énergie consommée à bord qu'on appelle l'hôtel load. Les mesures réglementaires vont être de plus en plus contraignantes. Et donc là aussi, la solution de décarboner la partie hôtel load est aujourd'hui totalement envisageable. Alors enfin, et pour terminer, nous avions, comme je le disais tout à l'heure, inversé la tendance, c'est-à-dire de ramener le stock d'hydrogène et sa distributrice sur les lieux d'utilisation. Donc aujourd'hui, dans la gamme existante et certifiée, on a d'une part un petit bundle de 57 kg, le MAI 500 à 450 kg d'hydrogène pour ces deux modules à une pression de 500 bars, et donc par différence de pression via une colonne distributrice en capacité de déverser du 500 bars vers des réservoirs à 250, 350 et 380 bars. On est en train de développer un module intermédiaire pour un certain nombre de raisons stratégiques, que ce soit pour faire du swapping de containers pour la partie carburation, énergie, propulsion, mais également pour le transport d'hydrogène en masse. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Grand merci à tous de votre écoute et puis bien sûr à disposition. Merci François pour cette présentation des projets et études en cours, voilà, et bien sûr de votre activité. Je notais une question, c'était sur le stockage qui était dans le chat. Voilà, donc je pense que c'était... voilà, je vais vous laisser regarder tranquillement. J'ai plus les éléments sous les yeux. Donc, je me permets d'avancer le temps que, voilà, n'hésitez pas, si des personnes ont des questions à poser aux intervenants, c'est le moment. Et pendant ce temps-là, je me permets d'avancer un petit peu sur la présentation. En tout cas, merci à tous les trois pour cette présentation très claire. Donc, dans l'agenda à venir, nous serons le 19 mars au COPART, Comité des partenaires de la région Bretagne pour la feuille de route hydrogène renouvelable. Donc, c'est à Leslie, à Redon. Le 3 avril, cette rencontre proposée au lycée Paul Guéguin autour de la formation et ingénieur énergie, enfin, plutôt pas ingénieur, pardon, énergie H2. Vous voyez qu'on aura en avril des H de Breakfast, un mois de juin très chargé, voilà, avec Navexpo, les rencontres de l'NCBS, mais aussi en fin de juin, du mois de juin, l'AG de France Hydrogène, Meet for Hydrogène à Bordeaux, et bien entendu la journée régionale du GT Recherche qui se prépare le 24 juin à Brest. Et puis vous pouvez d'ores et déjà noter que le 9 juillet, nous aurons une rencontre semestrielle de la filière hydrogène au bâtiment 78 de la Jeannet. Et cette rencontre sera placée sous la tonalité de la décarbonation des mobilités terrestres. Voilà. Donc, j'ai également partagé quelques dates sur le second semestre que vous pourrez retrouver. Et juste un mot pour vous dire qu'on travaille d'ores et déjà à des animations autour de la route du Rhum et notamment le renouvellement du challenge Navirage 2 pour les étudiants.
Voilà, c'était donc le H de Breakfast de ce mois de mars.